cette commission d'enquête sur le scandale Saclic. Et on a l'impression hier que ça a comme un peu basculé là, dans le vif du sujet, parce qu'avant ça, on avait des dirigeants du conseil d'administration. On disait, ouais, mais avez-vous posé assez de questions? Avez-vous surveillé d'assez proche? Puis avez-vous averti les ministres? On était toujours dans qui surveille, puis qui pose les questions, puis qui essaie de savoir quoi. Tout à coup, hier, on est basculé d'un contrat, là, puis la facturation, puis l'argent. Là, OK, tu avais des employés qui étaient à 80 quelques piastres de l'heure, puis tout à coup, oups, là, on les change de statut, puis là, ils deviennent des consultants à 350 piastres de l'heure. Je pense pas que c'est juste l'employé qui a mis 300 piastres, 350 piastres de l'heure dans ses poches. On peut penser qu'il y a un intermédiaire, un consultant, une entreprise quelque part qui se prenait une marge là-dessus. Plein de questions qui commencent à émaner, puis des appels d'offres qui étaient faits pour qu'il y ait tout arrangé pour qu'il y ait un seul soumissionnaire, selon ce qu'on nous décrit. On entre dans ce qui devient peut-être pour certains le plus intéressant, ou pour Saclic, peut-être pour d'autres contrats informatiques aussi qui sont donnés au gouvernement. Monsef Déragi, leader parlementaire du Parti libéral, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Comment vous avez perçu cette semaine à la Commission Galland? C'est une semaine extrêmement vue de quelque chose de nouveau pour l'ensemble des projets informatiques, et vous l'avez très bien souligné, parce que on ne peut plus tolérer qu'on paye trop cher. La semaine dernière, nous avons vu le projet CEFRA. Il y a une transformation au ministère de la Justice, mais maintenant, on est au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est quoi? C'est qu'on a un appel d'offres. L'appel d'offres a été lancé, il a été gagné. Les gestionnaires de projets ils ont commencé à travailler, mais du coup, pendant la transformation numérique, changement des règles, changement de tarification, surfacturation. Maintenant, vous me posez la question, je suis député. Moi, ce qui m'intéresse, qui a donné l'autorisation de ce changement de taux horaire? Est-ce que c'est la vice-présidence? Est-ce que dans la chaîne de commandement, le vice-président qui a autorisé cette augmentation, est-ce qu'il a parlé avec le PDG? Et est-ce que le PDG a informé le président du conseil d'administration? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans une règle normale, dans une entreprise, c'est la règle de base. On ne peut pas commencer d'un jour à un jour, M. Dumont, se réveiller et dire « Non, ça prend 350 au lieu de 82 $ payer ses consultants ». Ça prend une chaîne de décision et un processus. Revenons maintenant à l'appareil gouvernemental. On s'est donné une société d'État pour qu'il soit autonome en matière de gestion. On s'est donné un cadre légal de gouvernance qui s'appelle le conseil d'administration, qui est là pour gérer l'argent des Québécois, avec un exécutif. L'exécutif géré par un président, directeur général et ses vice-présidents. Moi, ce qui m'intéresse, pourquoi la chaîne n'a pas monté au président directeur général? Est-ce que le président directeur général a parlé avec le CA? C'est là où on est maintenant. Pourquoi? C'est pour être armé pour les prochaines transformations numériques. Et je tiens à rappeler, M. Dumont, il y a la semaine dernière, que le président directeur général a été imposé par le gouvernement. Ce n'était pas le choix numéro 1 du conseil d'administration. Ça, c'est le passage de M. Sioui là, qui a raconté le choix. Lui était président du conseil d'administration. Eux avaient discuté de choix, de possibilité de choix d'un PDG. Et finalement, il dit, le politique nous en a comme imposé un. Qui est très révélateur, parce que vous êtes président d'un conseil d'administration, vous êtes un PDG, vous voyez un dauphin. Pourquoi? Vous voyez venir la transformation numérique. Ce qu'on a fait avec cette nomination politique de M. Marsollet, c'est qu'on a ramené quelqu'un qui n'était pas assez compétent pour faire face à M. Malenfant. Et M. Malenfant, j'ai hâte à l'entendre en commission Galland. Il était comme devenu le roi de la transformation numérique, parce qu'il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y avait pas quelqu'un qui va le contredire. Non. Pourquoi on doit faire ça? Attention, on doit demander l'autorisation au conseil d'administration. Et le conseil d'administration, une fois il a vu ça, il doit parler avec le politique. Mais là, encore une fois, le président du conseil d'administration, M. Sioui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a envoyé une lettre à M. Legault, il a envoyé une lettre à Mme Guilbeault. Ils n'ont jamais répondu. Ils ne l'ont pas rencontré. Donc, c'est un problème de gouvernance, un problème de vérification à l'interne, l'auditeur interne. Il a soulevé des drapeaux rouges, on ne l'a pas entendu, on l'a écarté et il a quitté. Donc, ça nous démontre un peu le cafouillage en matière de gouvernance à l'intérieur de cette société d'État. Le vérificateur interne, hier, a parlé aussi d'appels d'offres, qui semblaient... tu fais un appel d'offres très pointu, puis tu mets des conditions très pointues qui ont comme effet de provoquer que... Il y a une seule entreprise qui se qualifie, donc tu choisis quasiment à qui tu donnes le contrat, parce que t'es pas devant 8 personnes qui offrent les services, puis tu choisis le meilleur des 8.
tu crées un appel d'offres qui amène un seul soumissionnaire. La situation qu'on devrait vouloir éviter, mais qu'on semblait presque chercher, ça vous inquiète, ce bout-là? C'est très préoccupant, mais encore une fois, qui contrôlait l'appel d'offres? Qui contrôlait la rédaction de l'appel d'offres? Est-ce que ça a été discuté au niveau de la vice-présidence? C'est quelqu'un qui a rédigé l'appel d'offres. Quel mécanisme on s'est donné à l'interne pour contrôler l'appel d'offres? Est-ce que personne n'a vu mais le lien? Ce qu'on semble dire, c'est que M. Malenfant faisait les appels d'offres tout seul, et dans certains cas, c'est ses amis à lui qui gagnaient. Monsieur Dumont? C'est ce qu'on voit là, dans les reportages préliminaires. Monsieur Dumont, Monsieur Karl Malenfant était vice-président. Son patron, ça s'appelle le PDG. Donc, je ne peux pas aujourd'hui avaler, à moins que le PDG était là juste d'une manière folklorique. Il était là juste parce qu'il avait le titre de PDG. Un PDG doit gouverner et doit être à l'affût de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'ensemble des vice-présidences. Donc, il s'est fait passer probablement l'appel d'offres sans poser les questions. Mais encore une fois, est-ce qu'il était la bonne personne pour être à la tête de la SAC? Parce que clairement, il n'avait pas les compétences nécessaires. Ça a été soulevé par le président du conseil d'administration. Le PDG n'était pas le choix numéro 1 du conseil d'administration. Venir après 3 ans blâmer, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se regarder dans le miroir aujourd'hui lors de la nomination de M. Marsollet. Qui pour vous est au cœur du problème? Le cœur du problème, il est beaucoup plus grand que juste la SAC. J'espère qu'on ne va pas vivre le même problème au niveau de Santé Québec et on ne va pas vivre le problème au niveau du ministère de la Justice. Nous avons beaucoup de transformations numériques au Québec. Ça nous coûte beaucoup d'argent en tant que contribuable québécois. Moi, je pense qu'il faut maximiser la gouvernance. Il faut donner l'autorité au conseil d'administration de bien faire les choses et aux politiques de ne pas se mêler davantage de ces nominations. En même temps, c'est un peu... Parce que dans le cas des contrats... il y a M. Marsollet, mais les contrats ont commencé même quand le Parti libéral était au pouvoir. Alors, en 2014, on semblait avoir des appels d'offres désignés avec d'autres présidents. On a l'impression qu'il se passait des choses comme au-delà, que les supérieurs ne savaient pas, ou que même le conseil d'administration ne savait peut-être pas. Peut-être qu'ils ne posaient pas assez de questions, ou que le politique ne savait pas. Mais comme si c'était, je sais pas, comme s'il y avait... des gens à l'interne, des petits royaumes à l'interne de la SAC, là, de gens qui emmenaient l'âge puis qui avaient l'autorisation de dépenser des sommes, d'engager des sommes colossales. Le conseil d'administration, il le savait, hein, ça a été démontré, c'est juste au début qu'on le disait qu'on ne savait rien, le conseil d'administration savait. Le conseil d'administration a tout fait pour rencontrer Mme Guilbeault. Le conseil d'administration a rencontré M. Bonnardel. Et M. Bonnardel, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux des rapports mensuels. Moi, j'invite M. Bonnardel à rendre public ces rapports. Ils sont où ces rapports? Si je vous ai fait une présentation et je vous dis que ça ne va pas du tout, et vous me demandez des rapports mensuels, qu'est-ce que vous avez fait avec les constats de ces rapports depuis 2020, 21, 22, 23, 2025, rapport du VGQ? Ça veut dire que M. Bonnardel, pendant son règne où il était ministre, il y avait des rapports mensuels suite à sa demande, mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces rapports? Il a laissé le bar ouvert. Il y avait les 200 millions de dollars demandés. C'est là où je vous dis que c'est une bonne leçon ce qui se passe pour nous tous en tant que contribuables, mais les Québécois veulent savoir qui était responsable de ce fiasco. On s'est parlé en tant que porte-parole en matière de transport du Parti libéral. Vous êtes aussi le leader parlementaire. Je m'adresse au leader parce que là, on arrive à la toute fin, aux dernières journées de la session parlementaire. On va commencer à dire, est-ce qu'il y a un bâillon sur ceci, cela? Il y a 2 projets de loi. Projet de loi sur la rémunération des médecins. Projet de loi sur le droit de grève. Là, ce matin, le Québec solidaire fait une charge pour dire le droit de grève, c'est sacré. On ne peut pas sacrifier le droit de grève dans le projet de loi du ministre Boulay. Est-ce que le Parti libéral veut voir ces 2 projets adoptés ou veut les bloquer? Oh non, premièrement, ce qui nous motive au Parlement, c'est pas bloquer les projets de loi. On veut les meilleurs projets de loi pour la population. Et ces 2-là, vous les voulez? Écoutez, il y a aussi le projet de loi sur l'énergie. Sur l'énergie, ce qui est très, très important. Aussi. Le Parti libéral, le Parti de l'économie. Je veux voir un agenda clair par rapport à l'avenir énergétique du Québec. Monsieur Dumont, hier, la ministre a déposé 55 amendements. Et on prend le temps pour les analyser. On ne veut pas que le gouvernement lègue une facture aux contribuables pour payer leur déficit. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport aux les médecins. Les médecins, j'espère que ce n'est pas une tactique de négociation sur la place publique. On va faire les consultations, on est de bonne foi. Notre collègue André Fortin va faire son travail, il va analyser article par article. Il y a des articles qui vont nous obliger, si on change de ville,
de perdre notre médecin de famille. Je ne pense pas que les Québécois veulent ça, là. Donc, on veut faire notre travail. J'espère qu'il ne sera pas bâillonné. Et encore une fois, il reste 2 semaines. Si ce gouvernement était sérieux, M. Dumont, est-ce qu'ils vont ramener des projets de loi importants pour quelques jours de discussion et d'échange? C'est des projets de loi importants pour la société québécoise. La prise en charge des patients, c'est important. L'avenir énergétique, M. Dumont, c'est extrêmement important. Puis le droit de grève, restreindre le droit de grève dans le secteur public? Le Parti libéral va toujours défendre le droit d'accès aux services pour les citoyens. On s'est donné des façons de discuter, on s'est donné des manières de négociation. Il faut respecter les parties prenantes. Donc vous n'êtes pas du côté de Québec solidaire ce matin? Ah, on n'est pas dogmatique, nous. On n'est pas dogmatique du tout, du tout. Monsef Déragi, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont.